Tu es une blague. Personne ne se présente à l'anniversaire d'un loser, aboya mon frère après avoir manqué mon dîner. Alors regarde ton prêt s'effondrer, répondis-je en gelant chaque hypothèque, frais de scolarité et compte familial à mon nom. Je m'appelle Joshua. J'ai 36 ans, et aux yeux de ma famille, je suis le type tranquille, le chanceux qui ne se plaint jamais et paie toujours pour tout. Pendant des années, je suis resté comme ça. Je gardais la tête baissée, travaillais dur, restais en dehors des drames, et pensais que c'était suffisant. Mais quelque chose a changé lors de mon dernier anniversaire. Ce jour-là m'a fait réaliser qu'il ne m'avait jamais vraiment valorisé, il s'était juste habitué à mon silence. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je possède une entreprise, pas luxueuse, mais stable. Je travaille dans l'immobilier commercial. Je l'ai lancée il y a des années après avoir perdu mon emploi dans la vingtaine. C'était difficile au début, mais je n'ai pas abandonné. Maintenant, elle est suffisamment prospère pour que je ne stresse plus à propos de l'argent. Il y a environ 5 ans, j'ai commencé à aider ma famille avec leurs problèmes d'argent. Ils ne disaient jamais merci, mais ils attendaient de l'aide à chaque fois. Quand mon père est tombé malade et que mes parents ont manqué d'argent, j'ai discrètement commencé à payer leur hypothèque. Quand mon frère aîné, Andrew, était sur le point de perdre sa maison lors de son deuxième divorce, je l'ai aidé à refinancer le prêt. Quand ma jeune sœur a perdu sa bourse d'études, j'ai payé ses frais de scolarité. Je n'en ai pas parlé, je n'ai pas attendu de remerciements. Je pensais qu'aider était juste ce que faisait la famille. Mais dernièrement, les choses ont changé. Ils ont lentement cessé de m'inclure. Au début, c'était des petites choses, des appels manqués, des plans annulés, des vœux d'anniversaire tardifs. Je pensais qu'ils étaient juste occupés. Puis vinrent les excuses, on ne pensait pas que tu voudrais venir ou que tu travailles toujours. En vérité, ils m'avaient mis à l'écart, mais continuaient de demander de l'argent. Tu peux aider ce mois-ci? Le chauffage est tombé en panne. On est à sec. Et j'ai continué à aider. Pour mon 36e anniversaire, je voulais enfin faire quelque chose pour moi, rien d'extravagant, juste un bon dîner dans un restaurant que j'avais toujours voulu essayer. J'ai réservé une table privée pour 10 personnes et invité mes parents, mes frères et sœurs et quelques cousins. J'ai envoyé un message simple, j'adorerais vous voir tous. C'est ma tournée. Ma mère a envoyé un pouce levé. Ma sœur a répondu, ça a l'air bien. Andrew n'a pas répondu. Malgré tout, j'espérais qu'il viendrait. Le jour du dîner, je me suis habillé, j'ai porté ma plus belle montre, et je suis arrivé tôt. J'ai demandé au serveur d'attendre avant d'apporter les boissons jusqu'à ce que tout le monde arrive. 5 minutes se sont écoulées, puis 15, puis 30. J'ai vérifié mon téléphone. Un par un, les messages sont arrivés, désolé, quelque chose est arrivé. On fera ça une autre fois. Je ne peux pas venir, il y a trop de circulation. Les enfants sont malades. Et Andrew, il ne s'est pas donné la peine de donner une excuse, il a juste dit, personne ne se soucie de toi, c'est juste toi. J'ai regardé ce message. Au début, j'ai pensé que c'était une blague. Mais non, c'était froid, et c'était réel. Ce qui a le plus fait mal, ce n'était pas les mots, c'était qu'au fond de moi, je n'étais même pas choqué. J'étais assis seul à une table prévue pour 10 personnes, tandis que le serveur évitait de me regarder. Un couple à la table d'à accent grave côté n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil, se demandant probablement pourquoi j'étais assis seul avec autant de chaises vides et une bougie d'anniversaire que personne ne soufflerait. J'ai attendu un peu plus longtemps, puis j'ai commandé un verre de jus de grenade frais, payé la totalité de la facture pour les 10 places, et je suis parti. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas en colère. Je n'ai juste rien ressenti, comme si quelque chose à l'intérieur de moi avait finalement abandonné. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai ouvert notre groupe de discussion familiale. Mon père venait d'envoyer un mème. Ma sœur a répondu avec des émojis rieurs. Personne n'a demandé où j'étais. Personne n'a mentionné le dîner. C'est alors que j'ai compris, il n'avait pas oublié, il n'était pas occupé, il s'en foutait. Il pensait que je serais toujours là, toujours à payer, toujours à pardonner, toujours à me taire. Alors, j'ai envoyé un court message, pas de cris, pas de colère, juste voyons comment vous fêtez ça sans hypothèque. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était ceci, chaque dollar que je leur ai donné, chaque paiement que j'ai effectué, j'ai gardé une trace. Non seulement ça, mais tout était écrit, enregistré et sauvegardé. Tous les comptes étaient à mon nom.
J'avais le contrôle légal sur les finances de mes parents grâce à une procuration. J'ai également co-signé le refinancement d'Andrew. Les paiements de la scolarité de ma sœur étaient gérés par le biais d'une fiducie d'éducation que j'avais constituée par le biais de mon entreprise. C'était un contrôle discret, des documents légaux, des dossiers officiels et un pouvoir réel. Je n'avais jamais utilisé tout cela auparavant parce que je ne voulais pas. Mais ce soir-là, assis seul dans mon appartement avec les lumières de la ville brillant à travers la fenêtre, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à chaque compte, et j'ai commencé à faire des changements. Au moment où le soleil s'est levé, j'avais arrêté les paiements hypothécaires automatiques, bloqué la fiducie d'éducation et basculé les conditions de refinancement d'Andrew en mode remboursement intégral. Je les ai également supprimés du compte Spotify familial et annulé l'Amazon Prime que tout le monde utilisait. Je ne me sentais pas mal, pas même un peu. Pour la première fois depuis des années, les aidés ne ressemblaient pas à un poids lourd, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. À exactement 6h12 du matin, les appels ont commencé. D'abord, ma mère, chérie, le compte hypothécaire ne fonctionne pas, peux-tu vérifier? Ensuite, mon père, je pense que quelque chose d'étrange se passe avec la banque. On s'est peut-être fait pirater. Vient ensuite ma sœur, tu es réveillée? Ma carte a été refusée. Enfin, Andrew, tu deviens ridicule, répare ça. Je n'ai répondu à personne. Je ne me suis même pas donné la peine d'écouter les messages en entier, je les ai juste laissés s'empiler les uns après les autres. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas ressenti de culpabilité ni de pression, j'ai ressenti quelque chose de plus fort, la liberté. J'ai commencé à me demander si, peut-être, juste peut-être, ils commençaient enfin à voir ce qu'ils avaient fait. Peut-être que le silence serait suffisant pour qu'ils y réfléchissent. Mais ensuite, un autre message est apparu d'Andrew, il disait, « Tu vas vraiment faire tout ça à cause d'un pétage de plomb pour un dîner d'anniversaire ?» Sérieusement, grandi. J'ai regardé le message et j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que le culot qu'il avait été irréel. Ce seul texte disait tout, Andrew croyait toujours que je leur devais. Il pensait que parce que j'étais silencieux, je n'avais pas de limite, que rester silencieux signifiait que je resterais toujours petit, toujours utile, toujours obéissant. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone et je me suis préparé un petit déjeuner, bacon, œufs, toast. J'ai mis de la musique, préparé du café frais et mangé lentement. La pièce était calme, mais je ne me sentais pas seul, je me sentais serein. Je ne me suis pas rendu compte à quel point j'avais passé ma vie à résoudre leurs problèmes, à attendre leur prochaine demande, leur prochain chantage à la culpabilité. Mais maintenant, il n'y avait plus rien de tout ça, juste le calme. Vers midi, j'ai ouvert mon email. C'est alors que leur véritable panique a commencé à se manifester. Un message venait de la banque de mes parents. Mon père avait essayé de réactiver les paiements hypothécaires et avait même appelé la succursale quand il n'a pas pu. Mais comme j'avais la procuration, ils lui ont dit que seul moi pouvais faire des changements. L'email était poli mais ferme, ils avaient besoin que je les appelle. Puis, un email est arrivé du collège. Le paiement des frais de scolarité de ma sœur avait échoué. S'il n'était pas corrigé dans les 10 jours ouvrables, elle serait envoyée au recouvrement. La fiducie d'éducation que j'avais créée était maintenant bloquée, et seul moi pouvais la déverrouiller. Et le dernier a fait le plus mal, la société de crédit immobilier d'Andrew m'a envoyé un email parce que j'étais inscrit comme co-emprunteur. Tous les changements nécessitaient mon approbation. Sans mes revenus sur la demande, son accord de refinancement ne fonctionnerait plus. Ils ont prévenu que l'ensemble du prêt s'effondrerait s'il n'était pas corrigé rapidement. Les choses s'effondraient vite. Ce soir-là, ma mère a appelé 6 fois, puis mon père, puis ils ont tous les deux essayé d'appeler ensemble. Je n'ai pas répondu. Je n'en ressentais pas le besoin. Je suis resté dans mon appartement, lumières éteintes, sirotant du chocolat chaud et regardant leur nom clignoter sur mon écran, puis disparaître à nouveau. À 22h47, j'ai reçu un dernier message, il venait de ma mère. Il ne disait qu'un seul mot, s'il te plaît. Mais je n'ai pas répondu parce que, assis là dans le calme, j'ai réalisé que ce mot s'il te plaît n'était pas une question d'amour ou de regret. Il ne s'agissait pas de voir enfin comment il m'avait blessé, il s'agissait juste de peur. Ils ne regrettaient pas la façon dont ils m'avaient traité, ils étaient juste terrifiés que, pour la première fois, je n'allais pas arranger les choses. 2 jours se sont écoulés. J'ai fait une longue promenade, regardé un film seul et ignoré chaque appel téléphonique. Le 3e matin, ma messagerie vocale était pleine. J'en ai ouvert quelques-uns,
surtout par curiosité. Mon père a essayé de se faire sérieux, mais sa voix tremblait. Joshua, c'est absurde, tu as fait valoir ton point de vue. Laissons ça derrière nous. Puis Andrew, agacé et hostile, comme s'il parlait juste assez fort pour être entendu, alors maintenant, tu te crois au-dessus de nous, tu peux juste t'éloigner de ta famille. Tu es pathétique. Ensuite, ce fut ma sœur, qui avait l'air paniquée et sur le point de pleurer. Joshua, je risque de perdre ma place à l'école, je n'ai personne d'autre. S'il te plaît, parle-moi. C'est alors que j'ai finalement répondu, non pas par un appel, mais par un seul texte dans le groupe de discussion familiale. J'ai juste écrit, je n'ai demandé qu'un seul dîner. Personne n'a rien dit au début. Puis, une réponse froide est arrivée, tu as clairement défini tes priorités. J'ai répondu, maintenant, je définis les miennes. C'était tout. Je n'ai rien dit de plus. Mais le véritable tournant est venu plus tard dans la nuit. J'ai reçu un message, non pas d'eux, mais de ma cousine, Mélissa. Nous avions toujours été amicaux, bien qu'elle soit restée en dehors de tout. Elle n'était pas impliquée dans les problèmes d'argent ou les comptes de fiducie. Elle a écrit, je sais que les choses sont tendues, mais je suis désolé. Je n'avais aucune idée de la pression qu'il te mettait. J'aurais dû venir à ton dîner d'anniversaire, c'était mal. Si tu veux déjeuner, fais-le-moi savoir. Ce n'était pas long, ce n'était pas dramatique, mais ça semblait honnête. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que quelqu'un me voyait réellement. J'ai répondu par SMS, lui ai dit que j'appréciais, et nous avons pris rendez-vous pour ce week-end. Quant au reste d'entre eux, le silence s'est fait plus lourd. Les appels se sont ralentis, bien que ma mère ait toujours envoyé des messages occasionnels remplis de culpabilité, et Andrew a continué avec ses mêmes passivo-agressifs. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai redémarré aucun paiement. Mes limites financières sont restées verrouillées, et avec le temps, les choses ont commencé à changer. Le contrôle que je leur avais autrefois donné est lentement revenu vers moi. Un soir, environ une semaine après mon anniversaire, je suis passé devant le même restaurant où j'avais été assis seul. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, il y avait la même table, maintenant dressée pour un nouveau groupe, la célébration de quelqu'un d'autre. C'est alors que j'ai compris, on ne peut pas faire en sorte que les gens vous respectent, mais on peut cesser de payer le prix de leur manque de respect. Puis mon téléphone a vibré à nouveau, un autre appel, un autre message vocal. Cette fois, ce n'était pas une supplication, c'était une menace. La voix d'Andrew était basse et aiguë, « Tu crois vraiment que c'est fini ? Tu crois que tu peux nous arnaquer et t'en aller ? Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer. » Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai sauvegardé. S'il voulait aggraver les choses, je n'allais plus me taire. Je n'ai pas répondu, pas encore. Je voulais le faire, mais je me suis arrêté. Quand quelqu'un creuse sa propre fosse, on ne l'interrompt pas, on le laisse aller plus profond, on le laisse montrer jusqu'où il est prêt à aller, puis on fait son geste. 3 jours se sont écoulés. Puis une autre vague est arrivée. C'était vendredi après-midi. Je venais de sortir d'une réunion avec un client lorsque mon téléphone s'est illuminé de messages, de SMS, de messages vocaux et d'un email. L'objet, procédure judiciaire en instance. Mon cœur ne s'est même pas emballé. Je suis resté là sur le trottoir, j'ai ouvert l'email et je l'ai lu calmement. Il venait d'un avocat local de seconde zone qu'Andrew avait dû dénicher, le type utilisait encore un email AOL et écrivait tout en majuscules. L'email était plein de fausses allégations, que j'avais volé le contrôle des finances familiales, que je causais des dommages émotionnels et financiers, et que si je ne rétablissais pas tous les paiements dans les 48 heures, il me traînerait devant le tribunal. C'était bâclé, désespéré. J'ai failli rire. Mais sous cela, quelque chose s'est tordu dans mon estomac, non pas de la peur, mais du dégoût, parce que j'ai vu clairement maintenant, cela n'avait rien à voir avec des sentiments blessés ou la famille. Il s'agissait de contrôle, de punition, d'indignité. Andrew croyait que s'il insistait suffisamment, je craquerais comme toujours. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai transféré l'email à mon avocat, Robert. Robert ne bronche pas. Je connais Robert depuis que j'ai créé ma première entreprise. Quand je lui ai transféré le message, il l'a lu, a gloussé au téléphone et a dit, « Joshua, ce type menace avec une ficelle. Tout ce que tu as fait est conforme aux règles. Honnêtement, on pourrait les poursuivre pour harcèlement. » Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, de la pitié.
Toute la situation d'Andrew était en train de s'effondrer, et il n'était pas le seul. Ma mère a recommencé à appeler aussi, cette fois avec un ton extra doux, comme si rien ne s'était jamais passé. Dans un message vocal, elle a dit qu'elle s'inquiétait pour moi, me demandant si j'allais bien mentalement. Puis, avec la même voix douce, elle a glissé, « Tu sais, la santé de ton père n'est pas très bonne ces derniers temps, on pourrait vraiment avoir besoin de ton soutien. » Encore une fois, du soutien, ce mot encore. Puis est arrivé le message sur Facebook. Andrew a mis un statut, incroyable comment l'argent change les gens. Un jour, ils sont ton frère, le lendemain, ils sont ta banque, et quand la banque ferme, tu vois enfin la vérité. Ma sœur a répondu avec un emoji cœur brisé. Ma mère a partagé la publication, ajoutant une légende sur l'amour de ses enfants, même quand ils vous font du mal. Ce n'était pas une tentative de faire la paix, c'était un moyen de fausser l'histoire. Il voulait me dépeindre comme l'égoïste, l'impassible, le fils qui a tourné le dos. Et il savait que je ne riposterais pas en public, je ne l'avais jamais fait. Il s'attendait à ce que je reste silencieux, alors j'ai changé ça. Ce soir-là, je n'ai pas écrit de longs messages, je n'ai mentionné aucun nom. J'ai simplement publié une capture d'écran de mon invitation originale au dîner d'anniversaire, claire, datée et horodatée, et j'ai ajouté une courte ligne, j'ai demandé un dîner, ils ont demandé ma vie. La publication a fait son effet. Des commentaires ont afflué d'amis, d'anciens camarades de classe, même de cousins éloignés, attendez, tout ça concerne un anniversaire manqué ? C'est froid. Ils ne se sont même pas présentés pour le dîner, et maintenant ils m'en disent. Certaines personnes n'ont remarqué que celui qui a payé, pas celui qui s'est présenté. Je n'ai répondu à rien de tout ça, je n'en avais pas besoin. Le silence de ma famille après cette publication en disait plus que n'importe quel message vocal. Puis quelque chose a changé. Mélissa m'a envoyé un message à nouveau. Elle avait vu la publication. Elle voulait toujours déjeuner avec moi. Nous avons choisi un endroit calme en centre-ville, simple, pas luxueux. Quand nous nous sommes assis, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu n'es pas fou, Joshua. Tu les portes à bout de bras depuis des années, et maintenant que tu les as enfin posés, je pense qu'ils sont terrifiés. » Ça a fait mal. Je ne me suis même pas rendu compte à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots. J'ai hoché la tête, je ne me sentais pas capable de parler. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Ils ne sont pas désolés, ils essaient juste de te culpabiliser pour que tu redeviennes utile. Mais tu ne leur dois pas les morceaux de toi qu'ils ont déjà brisés. » Cette phrase est restée avec moi. Ça a aidé le lendemain quand mon père a finalement appelé. Il n'appelle jamais, jamais. Quand j'ai décroché, il y a eu un long silence. Puis il a dit, « Salut, Adé. » J'ai attendu. Il a soupiré. « Ta mère est vraiment bouleversée. Elle dit que tu es devenu froid, que tu nous punis. Est-ce vrai ?» Je voulais crier. Au lieu de cela, je suis resté calme. « As-tu entendu ce qu'Andrew a dit à propos de mon anniversaire ?» Une autre pause. Puis il s'est éclairci la gorge. « Andrew dit beaucoup de choses. » Ce n'est pas une réponse, ai-je dit. Il est devenu sur la défensive. Ton frère traverse beaucoup de choses, 2 divorces, une pension alimentaire, des problèmes d'affaires. Je l'ai aidé pendant des années, ai-je dit calmement. Et j'ai aidé aussi. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On apprécie, a-t-il répondu rapidement. Non, vous vous y attendiez, ai-je dit. Et quand j'ai demandé juste une soirée, un peu de temps et de respect, vous avez tous disparu. Sa voix a baissé, il avait l'air fatigué. On ne pensait pas que c'était si important. Et voilà, c'était ça le problème. Je n'ai pas haussé le ton, je n'ai pas pleuré, j'ai juste dit, j'ai besoin d'espace, papa, et vous avez tous besoin de trouver comment vivre sans ma carte de crédit liée à vos vies. Il a marmonné quelque chose à voix basse, puis a dit, alors, c'est tout pour l'instant? Ouais, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Cela aurait dû être la fin, une pause, une rupture, un nouveau départ. Mais ça ne l'était pas parce que le lendemain matin, j'ai reçu une notification de la banque de refinancement. Andrew avait essayé de me retirer de l'hypothèque sans ma permission, et pas juste furtivement, mais illégalement. La banque m'a contacté avec des transactions signalées, des documents joints et un avertissement formel, si ce comportement persistait, il serait obligé d'engager des poursuites judiciaires contre nous deux. Alors Andrew voulait jouer dur. Très bien. Il a juste oublié qui payait pour l'équipement.
Je ne me suis pas énervé quand j'ai lu le message de la banque, je n'ai pas claqué l'ordinateur portable ni arpenté la pièce comme je l'aurais peut-être fait il y a des années. Je me suis juste assis là, j'ai lu le message 2 fois, puis je me suis adossé à ma chaise. Honnêtement, son culot ne m'a plus choqué à ce stade, c'était prévisible. Mais cette fois, c'était plus que du chantage à la culpabilité ou des jeux émotionnels, il avait franchi une limite légale. Il avait essayé de falsifier des documents et de me retirer d'un contrat contraignant qui nous liait tous les deux à son prêt, et j'avais des preuves, une longue piste de cela. Ce soir-là, j'ai rappelé Robert. Quand j'ai expliqué la situation, il n'a même pas semblé surpris. « Attends, il a essayé de contrefaire ta signature » a demandé Robert. « La banque l'a attrapé avant que ça passe » lui ai-je dit. Il a expiré une lente respiration. « Alors, ce n'est pas seulement de la fraude, c'est une tentative de fraude. On a une bonne affaire. Es-tu prêt à aller de l'avant » J'ai hésité, non pas parce que j'avais des doutes, mais parce qu'une petite partie de moi souhaitait toujours que les choses ne soient pas arrivées à ce point. Ce n'était pas un étranger qui essayait de m'escroquer, c'était mon frère, ma famille, des gens en qui j'avais l'habitude de faire confiance. Mais au cours des dernières années, en particulier au cours du dernier mois, ils m'avaient montré exactement ce que j'étais pour eux, une source d'argent. Et une fois l'argent arrêté, les faux-semblants se sont arrêtés également. J'ai pris une profonde inspiration. Faisons-le. Robert s'est mis au travail immédiatement. En quelques jours, il a envoyé une lettre de cessation et d'abstention à Andrew et à son avocat. La banque a gelé toute activité sur le prêt pendant qu'elle lançait une enquête interne. Une fois qu'ils ont comparé les faux formulaires aux copies originales signées et notariées que j'avais encore au dossier, ils ont agi vite. La banque a complètement mis fin à son accord avec Andrew. Parce que je n'avais accepté de co-signer le prêt que sous contrôle partagé, sa tentative de me retirer a violé les termes du contrat. Ils n'ont pas seulement ajusté le prêt, ils l'ont annulé. Ils ont saisi. Andrew a perdu sa maison. Le même jour, il m'a appelé 12 fois, a laissé des messages qui passaient de cris, de supplications, d'insultes, et finalement de chantage à la culpabilité du genre « Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin, mec ». Mais je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi, et je ne me suis pas senti mal parce que je n'étais pas allé trop loin, je n'étais allé que jusqu'où il pensait que je n'irais pas. Et Andrew n'était pas le seul touché. Une fois que son problème s'est propagé, les dommages se sont répandus rapidement. Mes parents étaient les suivants. Lorsque la situation de la maison d'Andrew a attiré l'attention des prêteurs, cela a déclenché une réaction en chaîne. Mes parents n'avaient pas de plan de secours. J'avais payé leur hypothèque si longtemps, ils avaient oublié comment gérer sans elle. Dès que le paiement automatique s'est arrêté, leur code de crédit a commencé à baisser. Ils n'ont pas pu suivre. Ils ont pris du retard rapidement, et non, ils ne me l'ont pas dit. Je le savais parce que j'avais toujours un accès légal à leurs finances grâce à la procuration qu'ils ont signée il y a des années, à l'époque où mon père est tombé malade et m'a donné le contrôle total. Ils ne l'ont jamais annulé. Maintenant, je pouvais tout voir, des avis de la banque au paiement manqué. Ils ont essayé de vendre leur voiture, puis leurs meubles, puis ils ont commencé à puiser dans leur retraite, en retirant de petites sommes à la fois, espérant que j'interviendrais. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai travaillé avec Robert pour écrire une lettre formelle. Elle annulait ma procuration et mettait fin à tous les liens légaux et financiers entre nous. J'ai également inclus une ventilation de tout ce que j'avais payé au fil des ans, hypothèques, factures de services publics, dettes de cartes de crédit, courses, médicaments, même les plus petites choses. J'ai conclu la lettre par une simple phrase, « Voici ce que j'ai donné, voici ce que j'ai reçu en retour, ou ce que je n'ai toujours pas. » Je ne l'ai pas envoyé par la poste, je l'ai laissé sur le pas de leur porte, à l'intérieur d'une enveloppe scellée, avec une copie imprimée de l'invitation originale au dîner d'anniversaire soigneusement glissée sur le dessus. 2 jours plus tard, ma mère a envoyé un SMS, juste un mot, « Pourquoi ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai bloqué leur numéro. Non pas parce que j'étais en colère, non pas par vengeance, je l'ai fait pour la paix. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifie vraiment s'éloigner. Ils pensent qu'il s'agit toujours de représailles. Mais parfois, il s'agit juste de se sauver, de protéger la petite partie de vous qui n'a pas encore été épuisée. J'avais passé des années à tout donner, mon temps, mon argent, mon énergie et mon silence, sans me rendre compte qu'il ne me restait presque plus rien. Je ne savais pas à quel point j'étais vraiment fatigué jusqu'à ce que j'arrête de donner. Et comme ça, j'ai pu respirer à nouveau. 1 mois s'est écoulé, puis 2. La vie est devenue calme,
et j'ai adoré ça. J'ai recommencé à faire de l'exercice, je me suis remis à la lecture, j'ai contacté de vieux amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai même rencontré quelqu'un de nouveau. Elle ne savait rien de mes drames passés, elle riait à mes blagues, écoutait réellement quand je parlais et ne m'a jamais rien demandé de plus que l'honnêteté et du temps. C'était différent, c'était réel. Le moment où j'ai vraiment vu à quel point j'étais allé loin s'est produit un jeudi au hasard. Je traversais la ville et je suis tombé sur Mélissa. Elle était avec une amie et a souri en me présentant, « Voici Joshua, le type qui s'est enfin défendu. » Nous avons tous ri, mais ces mots sont restés dans ma tête. C'est ça que j'étais devenu, pas le gars avec l'argent, pas celui qui restait silencieux, mais celui qui a finalement dit ça suffit. Et ça voulait tout dire. Quant au reste d'entre eux, d'après ce que j'ai entendu, Andrew a emménagé avec un vieil ami d'université et essaie de se remettre sur pied. Ma sœur a quitté l'école et a commencé à travailler dans une petite boutique à proximité. Mes parents, une cousine m'a dit qu'ils louent maintenant un endroit à l'autre bout de la ville. Je ne connais pas les détails, je ne veux pas savoir parce que je ne suis plus leur plan de secours, et ils ne sont pas ma responsabilité. Cette année, quand mon anniversaire est arrivé, je n'ai pas fait de réservation, je n'ai pas envoyé d'invitation. Au lieu de cela, j'ai loué un chalet au bord de la plage et j'ai passé le week-end avec quelqu'un qui se soucie vraiment. Nous avons grillé des steaks, regardé les vagues déferler et bu du jus de grenade pétillant pendant que le soleil disparaissait dans l'eau. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me suis pas senti mal de me faire passer en premier. Je ne me suis pas senti coupable, je ne me suis pas senti égoïste, je me suis juste senti libre. Alors oui, ce fut l'année où j'ai perdu ma famille. Mais ce fut aussi l'année où je me suis enfin trouvé, et si je devais choisir à nouveau, je prendrais la même décision sans hésiter.